آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème intitulé Le sommet Russie-Afrique. Donc nous continuons la deuxième partie. Je suis accompagné de mon invité Abdallah Akono. Bonjour. Bonjour. Avant de revenir vers vous, M. Akono, je vais vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cette interview de Sebi Keba depuis Sochi. Cette interview a été réalisée par nos confrères d'Afrique Média. On se retrouve juste après. Mes impressions, c'est que tout ce qui peut nous permettre de sortir de l'escarcelle de l'Occident est positif. Lorsque nous venons en Russie, tout le monde sait que je travaille de manière rigoureuse avec les Russes comme avec d'autres pays anti-impérialistes qui luttent contre l'hégémonie occidentale dans le monde. Je travaille avec les Russes depuis maintenant environ 1 an et demi, pour ne pas dire plus. Et donc, on est dans cette démarche aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait un partenariat solide qui puisse se faire et une alternative crédible qui puisse se faire vis-à-vis de ce qui peut exister politiquement, économiquement avec l'Occident. La Russie a une démarche pragmatique, la Russie est dans une dynamique de souverainisme, la Russie est dans une dynamique de pousser les Africains à s'autodéterminer, c'est notre langage, c'est notre discours. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai accepté de travailler avec ces derniers. Mais je le dis toujours, le seul messie de l'Afrique, et je tiens à insister dessus, c'est l'Afrique elle-même. Et je pense qu'il faut qu'on soit très rigoureux dans la manière d'aborder nos rapports avec les autres pays. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient « Ah, ça y est, on a trouvé un autre messie ». Non, non, non. Le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. J'insiste beaucoup dessus. Maintenant, l'Afrique doit décider de manière sage, de manière lucide, de manière rigoureuse, quels sont ses nouveaux alliés et avec qui elle peut faire un long chemin ensemble. Et le but final, en réalité, c'est que l'Afrique puisse finir par se débrouiller elle-même et qu'elle n'ait plus besoin d'être systématiquement en partenariat avec les autres parce qu'on a tout sur nos sols. Mais à l'heure actuelle, pour sortir des tentacules de la pieuvre occidentale, il faut qu'on soit capable de trouver des contre-pouvoirs. Et je pense que le président Vladimir Poutine a prouvé dans le monde entier, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Amérique du Sud, qu'il est capable de pouvoir être un contre-pouvoir sérieux, solide, vis-à-vis de l'hydre impérialiste occidental. Alors on dit officiellement, ou du moins les chancelleries occidentales disent que l'Afrique ne pèse pas grand-chose géopolitiquement. Or, toutes les nations du monde se retrouvent en Afrique. Donc en réalité, tout le monde sait officieusement que l'Afrique est l'enjeu numéro 1 du monde. On parle même du Moyen-Orient, mais j'ai envie de vous dire que ce qui se passe en Afrique est même peut-être plus important ou similaire. Simplement, les Occidentaux, les oligarques occidentaux ont développé la méthodologie de la guerre sous proxy, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on se tue les uns les autres, alors qu'en réalité, chacun est sponsorisé par telle entité occidentale contre telle entité occidentale et ils se battent. Nous, notre démarche, c'est l'autodétermination. Nous partons du principe, en nous inscrivant dans le paradigme historique, que l'Union soviétique avant sous Khrouchtchev a été capable de soutenir les mouvements d'autodétermination africains, même si ceux-ci ont été stoppés dans leur processus par l'effondrement du mur de Berlin et par le néocolonialisme qui plus que jamais a surgi. Mais aujourd'hui, Poutine a compris qu'il y a des mouvements qui résistent et donc il est dans cette démarche de soutenir tous les mouvements souverainistes dans le monde. Donc il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de secret dessus. Et nous, géopolitiquement, j'ai envie de vous dire que ce sommet est bon pour le grand public, mais la réalité des connexions géostratégiques avec la Russie se fait ailleurs, elle se fait en dehors de ce forum. Aujourd'hui, c'est une vitrine officielle, mais le fond des choses se déroule depuis déjà un certain temps en réalité. Cette démarche russe, et ce sera notre dernière question, cette démarche russe, est-ce qu'elle pourrait aujourd'hui créer plutôt des difficultés à d'autres grandes puissances? On le sait, on a très souvent vu des grands sommets, États-Unis, Afrique, France, Afrique, Chine, Afrique, etc., etc. La Chine est toujours restée dans sa diplomatie silencieuse. Aujourd'hui, elle sort. Est-ce que cela peut créer, j'allais dire, des difficultés à d'autres nations? De toute façon, vous savez que la loi du marché fait que de toute façon, chacun essaye d'avancer pour ses propres intérêts. Maintenant, il faut aussi analyser géopolitiquement que la Russie et la Chine ne sont pas les pires ennemis. Ils peuvent être des concurrents sur un certain nombre de terrains, notamment l'Afrique, ça va être le cas d'ici très peu de temps. Mais il y a la dynamique aussi du monde multipolaire dont parle mon camarade et ami, l'intellectuel russe, conseiller des autorités russes, Alexandre Dugin, excusez-moi, et qui parle de cette nécessité que
dans cette volonté de briser l'hégémonie d'un seul bloc, que chacun puisse être capable de se donner la main pour avancer. Donc la Russie et la Chine sont concurrents sur certains aspects, mais ils ont aussi des intérêts convergents sur un certain nombre de points, et ils préféreront favoriser les uns et les autres que favoriser l'Occident, c'est évident. Maintenant, le plus important, c'est que nous soyons capables de tirer notre épingle du jeu dessus, en comprenant qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc je le redis, c'est important en guise de conclusion, nous ne venons pas ici en Russie en pensant que les Russes sont nos messies, parce qu'ils ne le seront jamais. Et si on se comporte comme des paillassons, la Russie se comportera avec nous comme l'Occident l'a été. Mais si nous nous comportons de manière autodéterminée, de manière souverainiste, avec un discours et des actions politiques fortes qui vont dans ce sens-là, de la valorisation de notre patrimoine, je peux vous assurer que la Russie va nous traiter autrement. Et moi je le vois, c'est-à-dire que petit Africain que je suis et mon ONG que nous sommes, la manière dont les autorités russes peuvent respecter notre travail peut donner matière à réfléchir par rapport au nouveau monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, on ne respecte que ceux qui se prennent en charge, pas les mendiants. Et c'est un langage et un message que j'adresse à toute la jeunesse africaine. Arrêtons d'attendre des autres ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Et il n'y a que là que nous serons respectés par les autres. Monsieur Akono, je vous ai vu regarder cet élément avec beaucoup d'attention. Il disait déjà que l'Afrique, le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Alors, quelle est votre réaction? Bon, ici, il ne fait que marteler ce que certains ont déjà dit par le passé, notamment Sékou Touré, Kwame Nkrumah, qui ont décelé le potentiel de l'Africain. Donc, or, après les indépendances, les Africains sont restés en quelque sorte sous tutelle économique et géostratégique de la part des puissances occidentales. Or, ici, Kémy Séba le rappelle qu'il va falloir que l'Afrique se prenne en charge. Et l'Afrique, en se prenant en charge, pourra, à un moment donné, être plus ou moins autonome. Donc ici, il n'est plus question que l'Afrique attende une manne qui tomberait du ciel ou qui viendrait d'un quelconque pays, qu'il soit de l'Occident ou asiatique, ou encore même de la Russie, ou encore de la Russie ou d'une autre puissance occidentale. D'un autre bout du monde. On peut aussi parler des puissances émergentes d'Amérique latine. Donc l'Afrique aujourd'hui est maître de son destin par son potentiel humain et surtout par les ressources naturelles dans son sous-sol et ses eaux regorgent. Mais, Monsieur Akono, vous avez parlé de Amadou Kourouma, le père même du panafricanisme. Mais nous constatons que Monsieur Kémy Séba, qui est un leader panafricain, il est vraiment engagé dans le panafricanisme et il nous lance un appel à nous, la jeunesse africaine précisément, nous demandant de ne pas toujours avoir la main tendue, mais de faire ce que nous pouvons faire avec nos deux mains. Quelle est votre réaction? Non, ce que Kémy Séba dit est très pertinent. Aujourd'hui, le monde n'est plus ce qu'il a été dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Je l'ai dit la dernière fois, nous assistons à la naissance d'un nouveau monde. Et ce nouveau monde-là, qui est en train de naître, je peux dire depuis les années 2000, est soutenu par la montée de l'hégémonie économique chinoise sur le sol africain et dans d'autres régions du monde. Et aujourd'hui, depuis le conflit syrien, on voit également la montée d'une nouvelle entité qui est la Russie. Or aujourd'hui, l'Afrique avec son potentiel humain et économique et en termes de ressources naturelles peut à un moment donné prendre son destin en main. Et c'est ce que les pères fondateurs du panafricanisme ont mis en exergue. Okay? Il va falloir que l'Afrique s'approprie aujourd'hui la technologie et aille de l'avant. Il n'est plus question qu'au XXIe siècle, l'Afrique reçoive encore des téléphones fabriqués et montés en Chine. Alors que nous avons les mêmes capacités, nous avons accès à la même formation. Donc l'Africain aujourd'hui a tout ce qu'il lui faut, non seulement la matière grise, mais surtout toutes les matières premières que les industries peuvent utiliser pour atteindre un développement économique et qui aura des répercussions sur le niveau de vie et le bien-être social. Monsieur Akono, qu'est-ce que l'on peut retenir vraiment de ce sommet de Sochi? Qu'est-ce que l'Afrique peut retenir, nous qui ne sommes pas allés là-bas? Bon, nous qui ne sommes pas allés, on voit un peu... C'est vrai que nous avons regardé le sommet. Déjà avant le sommet, Vladimir Poutine prend la décision
d'annuler la dette. Donc il s'avère que les pays africains avaient une dette qui s'élevait environ à 20 milliards de dollars, ok, vis-à-vis de l'ex-Union soviétique. Et la Russie étant l'héritière politique de cette ex-Union soviétique avait le plein droit de réclamer le remboursement de ces dettes ainsi que les intérêts qui accompagnaient cette dette. Mais Poutine, avant même le sommet, a décidé tout simplement d'annuler tout simplement cette dette des pays africains, vu que non seulement les pays africains ne pouvaient pas rembourser cette dette qui devient de plus en plus obsolète, ok, parce que là nous sommes aujourd'hui, ça fait 29 ans que 30 ans que l'Union soviétique s'est effondrée, et les intérêts également que cette dette a engendré, donc cela devait être vraiment un boulet que les pays africains devaient traîner. Donc Poutine, en prenant cette décision, a déjà montré cette volonté à soutenir le développement des pays africains. Et là maintenant aussi, sur le plan stratégique, comme il a dit, pour que l'Afrique sorte un peu des carcans post-indépendance, il va falloir de nouveaux contre-pouvoirs. Sur le plan économique, la Chine devient ce contre-pouvoir-là, aujourd'hui, sur le sol africain, et nous avons également la Russie sur le plan politique et sécuritaire qui devient en quelque sorte comme cette alternative, comme ce contre-pouvoir qui va rééquilibrer la géostratégie des puissances sur le sol africain et donner à l'Afrique une chance maintenant d'établir un partenariat multilatéral, alors que les puissances coloniales avaient mis en place un système monolatéral, donc un système de partenariat monolithique, ok, où chaque puissance avait son précaré. Les pays francophones tels que le Gabon appartenaient au précaré de la France, certaines puissances d'Afrique australe étaient toujours tournées vers la couronne d'Angleterre. Donc aujourd'hui, la Russie se présente comme cette alternative-là qui va permettre à l'Afrique de se réorienter vers un nouveau pôle. Mais M. Akono, vous venez un peu de nous parler des différents points de coopération, précisément le monopole de cette coopération. Pensez-vous que le bilatérisme qui existe entre la puissance qui est la France, je prends le cas du Gabon, et notre pays serait facilement comme ça remis en cause, malgré la présence de la Russie? Bon, ici tout dépend des politiques. Mais n'oublions pas que nous avons des accords secrets. Bon, encore que tant que ce n'est pas encore au grand jour, le secret peut être un mystère, peut être un mythe. Ok? Oui. Maintenant, nous avons vu, par exemple, je prends le cas dans le domaine sécuritaire. Il y a un point, je suis sûr que c'est le 11e article de ce point qui dit que aucun pays n'a le droit de signer encore de points de coopération militaire avec d'autres pays, si ce n'est l'exclusivité reviendrait seulement à la grande puissance. Non, comprenons, nous sommes dans un monde des années 60, lorsque ces accords ont été signés entre la France et le Gabon ou d'autres pays, et ses colonies, ou d'autres pays qui appartiennent aujourd'hui au précaré de la France. Et nous étions dans un contexte de la guerre froide. Donc la France, après le référendum de 58, a pris 2 ans, donc une période de transition pour pouvoir préparer les pays africains à l'indépendance et pouvoir les contrôler après cette indépendance-là. Or aujourd'hui, la donne a plus ou moins changé. Personne ne pouvait s'imaginer dans les années 60, 70, 80 que la Chine serait le premier partenaire des pays francophones aujourd'hui. La France n'est plus le premier partenaire des pays francophones. Dans le domaine économique. Non, dans le domaine économique, c'est quoi je dis, tout dépend maintenant des aspirations des peuples. Et puis on ne peut pas maintenir un peuple sous domination toute une éternité. Déjà, la France aujourd'hui accuse le coup sur son propre territoire. Donc aujourd'hui, le contexte politique en France, le contexte géopolitique global, donc planétaire, est favorable à une émancipation des Africains. Donc ces accords-là des années 60, aujourd'hui sont de plus en plus remis en cause. C'était l'affaire d'une génération et nous, la nouvelle génération, on estime
on ne peut plus vivre sous ces carcans-là. À un moment donné, il va falloir trouver des mécanismes d'émancipation, des mécanismes de liberté politique, économique et sécuritaire. Donc ces accords des années 60, qu'on le veuille ou non, seront remis en cause soit par notre génération ou par la génération qui nous succédera. Oui, mais Monsieur Akono, je reviens sur ce que vous venez de dire. Moi, je me rappelle bien, février 2010, lors de l'arrivée du président français de l'époque, je citais Nicolas Sarkozy, ici au Gabon, lors de la conférence de presse, le président Ali Bongo Ondimba avait rappelé aux Français que lui, n'étant pas né de la France-Afrique, il ne connaissait pas cette histoire de la France-Afrique et qu'il était temps pour nous de revenir sur de nouvelles bases. Mais nous avons vu que après une certaine diversification de l'économie, nous avons vu tout ce qui s'est passé dans notre pays. Non, vous voyez que, est-ce que là, nous n'avons pas l'épée de Damoclès sur notre tête? Non, l'épée de Damoclès, c'est-à-dire que la puissance coloniale en octroyant les indépendances a mis des garde-fous. Mais ces garde-fous ne peuvent fonctionner que si les peuples sont dans l'obscurantisme. Or, aujourd'hui, nous avons une société de plus en plus intellectuelle, donc qui a aujourd'hui le discernement. Or, dans les années 60, la France a signé des accords avec certaines familles à qui elle a confié le pouvoir politique au Gabon, avec une petite élite qui a été formée dans les écoles françaises. Or, aujourd'hui, en fait, le monde est en train de changer dans sa globalité. Donc, les nouveaux rapports de force sont en train de s'établir. Et nous sommes dans l'ère de la compétitivité. Est-ce que la France est prête à faire face à la compétitivité? Aujourd'hui, nous avions vu l'intervention russe en Syrie, ce qui a permis de rééquilibrer les forces. Or, aujourd'hui, au Gabon, ce qui est arrivé en 2010, c'est parce que, bon, on ne sait pas dans quel contexte certaines choses se sont déroulées, mais je loue quand même le courage du président Ali Bongo qui a décidé de diversifier, en fait, de s'ouvrir de se mettre dans une posture multilatéraliste. Et cela a apporté aujourd'hui des fruits. Donc on ne peut pas rester ad vitam aeternam sous un joug qui ne nous a quasiment rien apporté en 60 ans de coopération, bientôt 60 ans de coopération que nous sommes avec la France. Qu'est-ce que réellement le Gabon a eu? Donc lorsque le président français vient se plaindre aujourd'hui, lorsque Sarkozy vient à Libreville, parce que le président avait pris la décision de ne plus exporter les grumes, et il a fait rapidement un tour à l'usine Rougier à Ovendo. Donc aujourd'hui, c'était une décision plus ou moins républicaine. On ne peut rien dire à Ali Bongo sur ce point, rien que le féliciter. Et on a vu aujourd'hui les retombées. Le bois gabonais est transformé au Gabon et cela rapporte de la valeur ajoutée. Donc tant qu'il y aura de telles décisions-là, et avec de nouveaux partenaires, parce que qu'est-ce qui donne la force à Ali Bongo? C'est parce qu'il s'est ouvert à des partenaires plus ou moins puissantes, sinon aussi puissantes que la France. Donc la France, si c'était dans un contexte des années 80-90, je ne sais pas si Ali Bongo serait resté quelques mois plus tard. On aurait peut-être débarqué une armée de mercenaires. On a vu ici et là, quand les puissances occidentales n'étaient pas contentes des décisions d'un chef d'État, on débarquait une armée. Mais les partenaires qu'Ali Bongo a fait venir, nous avons la holding Olam, nous avons les partenaires avec des sociétés chinoises et à un moment donné, comprenez que le monde est plus ou moins équilibré. Monsieur Akono, est-ce que le partenariat russe-Afrique pourrait atteindre ces objectifs, surtout pour l'Afrique, des objectifs de développement, quand on sait que les Occidentaux sont toujours omniprésents sur le continent? C'est quoi je dis, tout dépend du sérieux que nos dirigeants vont afficher, et du degré d'émancipation des populations. Nous sommes aujourd'hui plus ou moins libres de dire oui à X et de dire non à Y. Et c'est pas... en fait, évitons de voir que c'est quelque chose qui va tomber de là. Là, parlons un peu comme au quartier. Donc, c'était un processus, c'était un plan. Déjà, après ce sommet, le prochain sommet aura certainement lieu dans 3 ans. Effectivement. Et Poutine a pris l'engagement sur 5 ans, 5 ans. De multiplier par 2 le montant des échanges avec l'Afrique. Donc, ce qui devrait s'élever dans 5 ans, donc nous sommes en 2019, donc 2024, à 40 milliards de dollars.
Donc ici, c'est un nouveau partenaire. Donc, quel est l'objectif aujourd'hui des puissances africaines? C'est de s'inspirer de ce que les pays asiatiques ont fait dans les années 1970 et les années 80, c'est d'attirer les idéologues, les investissements directs étrangers. Donc, lorsque la Russie se propose d'apporter sur 5 ans 40 milliards de dollars en termes d'échange. Donc ici, ce sont des investissements directs étrangers, mais qui n'appartiennent plus aux multinationales ou bien aux pays occidentaux, mais ce sont des investissements directs étrangers d'un autre partenaire, et ce qui va permettre à l'Afrique de lancer une certaine compétition entre les puissances confirmées, les puissances montantes ou les puissances émergentes. Monsieur Akono, il y a un téléspectateur qui vient de nous envoyer cette question. Il nous dit, est-ce que le fait que l'Afrique parle de plusieurs voix, ne parle pas d'une seule voix, n'est pas une faille pour ce sommet? Nous avons vu le président Touadéra lui demander les armes lourdes, et nous avons écouté le président tchadien, Idriss Déby. Lui, il a par contre parlé de la sécurité au niveau de l'Afrique, non pas seulement au niveau du Sahel, mais sur toute l'Afrique. Et le président sud-africain, lui, qui est revenu sur le domaine économique. Vous savez, sur le continent, les réalités ne sont pas les mêmes. Et lorsqu'on va dans ce sommet, c'est d'abord une question d'intérêt. Et chacun ne posera que les problèmes dont il trouve nécessaires. Donc, aujourd'hui, c'est parce que l'Afrique parle d'une seule voix, mais quel est réellement ne parle pas d'une seule voix. Ne parle pas d'une seule voix, mais quel est le fond? Déjà, le fait que l'Afrique soit partie, on a 54 États présents à ce sommet, cela veut dire déjà qu'il y a une... On avait 47 chefs d'État et... Non, c'est quoi j'ai dit, en tout, on a 54 pays représentés au sommet de Sochi. Donc, cela veut déjà dire que les Africains sont partis. Or, si les Africains ne parlaient pas d'une seule voix, certains n'auraient pas envoyé des représentants. On peut juste envoyer notre ministre des Affaires étrangères à le représenter. Vous savez, aujourd'hui, on ne devrait pas rester en marge. Chaque pays gagnerait à se positionner par rapport à une puissance. Étant donné que les puissances occidentales sont confrontées à plusieurs tumultes, les États-Unis ont leurs problèmes de gouvernance interne aujourd'hui, on a vu leur recul en Syrie et même au Venezuela. La France est confrontée à un autre problème, à des problèmes sociaux. En interne. Aujourd'hui, l'Union européenne est confrontée au problème du Brexit. Donc, ici, il y a toute une marge de manœuvre qui s'ouvre à l'Afrique, qui permettra plus ou moins à l'Afrique d'aller de l'avant. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'Afrique n'a pas parlé d'une seule fois. L'Afrique s'est levée. Les pays africains ont préparé le sommet. On a vu ici au Gabon le Premier ministre et quelques ministres qui se sont concertés avec l'ambassade de Russie. L'ambassadeur de Russie au Gabon avant d'aller au sommet, et l'ambassadeur de Russie au Gabon qui a été reçu du Premier ministre qui a été reçu par le président de la République Ali Bongo Ondimba avant le début du sommet. Donc tout cela prouve que le Gabon, bien qu'étant faisant partie du précaré français, a quand même accordé l'importance à ce sommet, et chacun a préparé ce sommet en fonction de ses spécificités. Donc, on est parti au sommet et cela veut déjà dire qu'il y a eu une certaine convergence par rapport à l'offre russe. Mais est-ce que l'Afrique pourrait faire de la Russie un partenaire sérieux? Non, déjà, la Russie est déjà un partenaire sérieux. Moi, c'est comme si on doutait des capacités de la Russie. Je pense que la Russie est un partenaire sérieux. Elle a prouvé sur d'autres fronts qu'on pouvait compter sur elle. On a vu le cas en Syrie. On a vu le cas au Venezuela. Aujourd'hui, on voit le cas en Centrafrique. La Centrafrique est en quelque sorte la vitrine de cette coopération russe en Afrique. C'est grâce à la Russie. Sur le domaine sécuritaire. Sur le domaine sécuritaire, c'est grâce à la Russie. Si ce pays est plus ou moins stable. On a vu les forces armées françaises qui décollaient ici de Libreville pour aller en Russie avec les forces de la CEMAC. En Centrafrique. Pour aller en Centrafrique. Qui décollent de Libreville pour la Centrafrique n'ont pas pu sécuriser le pays. Mais il a fallu que l'on parle d'une présence russe en Centrafrique pour qu'il y ait un sommet
à Khartoum, ok? Et au sortir de ce sommet, la plupart des factions rebelles en fait, se sont décidés à déposer les armes et trouver une certaine stabilité. C'est que la France n'a pas pu. Ce que vous dites, M. Akono, les une semaine que j'ai passée à la ville de Bangui, vraiment m'a permis de vérifier ce que vous êtes en train de dire. Donc, ce que la France n'a pas pu apporter à la Centrafrique, la Russie a réussi. Donc, aujourd'hui, la Russie est un partenaire plus ou moins sérieux et elle a déjà démontré. On n'a pas besoin de 1000 occasions pour démontrer qu'on est sérieux. Mais, Monsieur Akono, nous avons regardé tous le sommet de Sochi et nous avons vu que la Russie a présenté ses dernières fabrications dans le domaine sécuritaire. Par exemple, ce dernier spécimen, je cite par exemple des engins de guerre tels que il y a eu des nouvelles voitures de police qui sont aujourd'hui à la frontière turco-syrienne. Voilà. Et les hélicoptères. Est-ce que, en présentant cela aux dirigeants africains, ce n'est pas une façon de leur persuader que non, avec nous, avec la Russie, votre sécurité serait vraiment, vraiment garantie? Vous savez, pour moi, j'ai souvent soutenu la situation sur laquelle pour qu'un État soit plus ou moins fiable et viable, il faudrait la sécurité économique, il faudrait également une bonne préparation militaire. On dit souvent qui veut la paix prépare la guerre. Effectivement. Or, aujourd'hui, la coopération que les pays africains ont eue avec des puissances occidentales sur le plan militaire n'a pas vraiment été à notre bénéfice. Or, l'offre russe, déjà en qualité d'armement, et je pense même en coût, donc les Russes proposent des coûts préférentiels par rapport aux offres occidentales. Et la technologie russe, qu'on a souvent ignorée ou qu'on a souvent marginalisée par méfiance par rapport à ce que l'Occident nous disait de la Russie aujourd'hui, est en quelque sorte une aubaine pour les puissances, pour les pays africains qui aspirent à optimiser leur sécurité. Prenons, ils ont également parlé de la reconnaissance faciale, donc des logiciels et autres qui permettent de scanner les visages et pouvoir identifier des personnes à un point de passage bien déterminé. La Chine est déjà à ce niveau. La Russie également a présenté sa technologie. Donc l'Afrique, pour faire face aux problèmes sécuritaires dans certains pays, notamment le Mali, le Burkina, où des hommes peuvent venir à moto un matin, tuer des gens, saccager des villages, s'aimer la mort et repartir sans qu'on puisse les identifier. Je pense qu'ici, la Russie, avec la reconnaissance faciale, avec leur logiciel de reconnaissance faciale, peut se présenter comme une alternative pour dissocier le résident d'une ville et celui qui n'est pas résident de la ville. Et à partir de là, si on sait que tel n'est pas résident de la ville, maintenant, les forces de sécurité opérationnelles peuvent maintenant interpeller la personne que, mais bon, vous n'êtes pas résident de la ville, quels sont les mobiles qui vous amènent ici? Donc la Russie se propose aujourd'hui comme cette alternative. Pourquoi j'ai dit, voici également pour dire que la Russie est un partenaire sérieux, la Turquie qui mène une opération militaire punitive en Syrie. Les États-Unis ont essayé une certaine médiation qui aboutit à un cessez-le-feu de 5 jours, mais la Russie a appelé le président turc et après une concertation, on est parvenu à un accord et l'accord a donné quoi? Le déploiement aujourd'hui, comme vous l'avez dit ce matin, j'ai regardé les infos, le déploiement d'une armée russe tout au long de la frontière turco-syrienne en vue de sécuriser et éviter des incursions terroristes vers la Turquie. Donc la Russie est cette alternative-là sur le plan militaire, sécuritaire et le matériel russe, comme je le dis, est plus ou moins est accessible à cause du coût. Ben, Monsieur Akono, nous avons regardé aussi dans des chaînes étrangères que beaucoup d'analystes politiques, voire même internationalistes, qui s'insurgeaient un peu contre l'arrivée du ministre des Affaires étrangères français au Cameroun. Ils ont vu en cette visite une façon d'empêcher le patriarche des présidents, j'ai cité ici Paul Biya, de prendre part avec ses frères à Sochi. Alors, comment est-ce que vous regardez, quelle est
Bon, Analyse je ne là-dessus. dirais pas qu'il a empêché parce que déjà on sait que l'opposant Paul Biya c'est quelqu'un qui se déplace très peu. C'est un président plus ou moins discret. Il est tellement dans la réserve qu'il est rare d'entendre qu'il a voyagé, qu'il est allé à l'étranger. Mais Moi, cependant, hein. tout récemment, sur le sida, il était en France, où il a même reçu. Non, ce que j'ai Il a dit, été reçu. il se déplace rarement, mais cela ne veut pas dire qu'il ne se déplace jamais. Ok? Bon, je ne vois pas cette arrivée de Jean-Yves Le Drian comme étant un moyen de l'empêcher d'aller au sommet. Ou bien c'est une façon de marquer sa présence, que la France montre à la Russie qu'elle marque toujours Bon, sa encore que présence bon, dans son précaré. ce que je vais retenir ici de cette présence de Jean-Yves Le Drian au Cameroun, c'est le rétropédalage de Paul Biya sur l'attribution de la concession portuaire de Douala. Ok, qui avait été donné, qui avait été retiré au groupe Bolloré et attribué à un autre groupe. Donc aujourd'hui, et on s'étonne qu'après le retour, après le départ de Jean-Yves Le Drian, sur un communiqué du président émanant de la présidence de la République, me semble-t-il, d'accord, la concession portière aurait été retirée, en fait, aurait été suspendue, ok, et on a demandé de redéfinir les clauses d'attribution. Et ce qui est aujourd'hui, en fait, on peut voir que Jean-Yves Le Drian est venu faire du lobbying en faveur du groupe Bolloré, qui est un groupe français installé dans plusieurs pays africains, notamment le Gabon. Donc aujourd'hui, en fait, voici également les effets qui nous amènent à dire que la Russie peut être comme une alternative pour contrecarrer en fait cette géographie cette géopolitique souterraine. Ok? Or, aujourd'hui, le Cameroun a pris une décision. Le Cameroun serait revenu sur cette décision. Bon, que s'est-il passé quel est le moyen de pression que la France a utilisé pour obtenir ce rétropédalage? Et sachant qu'aujourd'hui, que c'est un pays qui est confronté aux problèmes sécuritaires. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que cette arrivée serait à l'origine de la non-présence de Paul Biya à Sochi. Bon, peut-être que Paul Biya avait un autre calendrier et il a préféré envoyer des émissaires. Parce que sur le plan sécuritaire, le Cameroun, aujourd'hui, est sur, je peux dire, 3 fronts. Parce que le Cameroun gère, depuis que la crise a éclaté en Centrafrique, le Cameroun gère les réfugiés centrafricains avec les coupeurs de route et autres ici et là. Vous avez également la crise Boko Haram qui a éclaté au Nigeria. Donc le Cameroun a longtemps supporté le flux, les réfugiés nigérians avant qu'elle ne soit elle-même victime des attentats. Et vous avez également aujourd'hui l'autre front qui s'est ouvert, c'est la crise anglophone au Cameroun. Donc aujourd'hui, le Cameroun, sur le plan sécuritaire, ne peut pas tourner le dos à un partenaire comme la Russie qui a déjà fait ses preuves ici et là sur le continent et ailleurs. Que devrait faire la Russie pour atteindre ses objectifs sur le continent africain? Bon, comme Poutine l'a si bien dit, il faudrait en fait mettre en place un cadre multilatéral. Donc ici, c'est l'égalité. Donc il faudrait des partenariats plus ou moins équitables entre l'Afrique et la Russie. D'accord? Et augmenter également la présence diplomatique russe sur le continent. Donc la Russie va certainement d'ici 5 ans s'investir sur le plan économique et sur le plan diplomatique pour marquer de plus en plus sa puissance, sa présence et sa puissance. Notons qu'aujourd'hui, la Russie a quand même une représentation diplomatique assez importante à Libreville. Ok? Il a fallu que la Russie a son ambassade, la Chine a son ambassade, les États-Unis ont conçu tout un complexe diplomatique à la Sablière, le Liban également. Aujourd'hui, le Maroc a changé quasiment de locaux, ils se sont rapprochés, ils ont bâti. Donc la France, à un moment donné, en termes du bâti même de la représentation diplomatique, la France a été plus ou moins larguée. C'est récemment que la France se relève pour essayer de construire une bâtisse digne de ce nom. Sur le front de mer à Libreville.
Donc la France, partenaire historique, a même été incapable de construire une représentation diplomatique digne de ce nom, chose que la Russie avait déjà réalisé des années bien avant. Après le sommet ce sommet-là, est-ce que la Russie pourrait-elle prendre la place de l'Occident sur le continent? Bon, cela ne va pas se passer comme ça. Je ne pense pas que ce sera du jour au lendemain, mais c'est un long processus. Ok? Donc, on part d'abord sur 3 ans pour le prochain sommet. On a un plan quinquennal d'investissement qui portera sur 40 milliards de dollars. Donc, ce n'est que progressivement, et c'est quoi j'ai dit, pour réduire en quelque sorte l'impact ou bien la présence occidentale en Afrique, ok, nous devons regarder à l'horizon 2050. Donc à l'horizon 2050, donc on fera plus ou moins le bilan de la présence chinoise, de la présence russe en Afrique et éventuellement de la présence d'autres puissances et surtout également de la montée des puissances africaines. Ça, on a souvent tendance à occulter cela. Nous avons des puissances sur le continent qui veulent également prendre la part de l'Occident. Nous avons en Afrique occidentale, nous avons le cas du Nigeria, qui est aujourd'hui la puissance économique du continent, et la puissance démographique. Nous avons en Afrique centrale le Cameroun, qui est la puissance économique, ok, qui est la puissance économique. Et militaire. Nous avons en Afrique australe la République sud-africaine, qui est une puissance non négligeable, et nous avons dans le monde arabe des pays plus ou moins stables sur le plan économique et qui ont des ambitions hégémoniques. L'Égypte, la Tunisie, sur le plan culturel touristique. Vous avez le Maroc, qui a déjà des sociétés qui rachètent, qui investissent énormément en Afrique subsaharienne et qui a même fait la demande de faire partie des membres de la CEDEAO. Donc, ici, il y a toutes ces puissances africaines, et notamment également l'Algérie, qui se sent larguée par le Maroc. Et quand nous savons que l'Algérie, c'était la première puissance dans le monde du Maghreb. Dans le Maghreb arabe. Donc, aujourd'hui, nous avons l'Algérie qui se sent snobée par ses frères. Par le Maroc surtout. Et veut revenir en puissance. Donc, aujourd'hui, à l'horizon 2050, la géopolitique et la géostratégie globale en Afrique changera. On n'aura certainement plus une France toute puissante, on n'aura certainement plus encore que même l'Union européenne. Si Brexit il y a, hormis la présence russe, okay, la Grande-Bretagne qui n'aura plus les mêmes accords avec les pays de l'Union européenne va se présenter en quelque sorte comme également une alternative. Donc si Brexit il y a, on aura une autre voie, c'est la Grande-Bretagne, et récemment on a vu la reine, la famille royale qui multiplie des voyages en Afrique, les membres du gouvernement britannique, au Ghana, en Afrique du Sud, au Kenya, c'est pour préparer en quelque sorte ces partenariats. Effectivement. Monsieur, nous allons vers la fin de cette émission. Voici le sommet de Sochi qui a fait tomber ses rideaux, mais il y a eu un discours qui nous a vraiment marqué, c'est celui du président tchadien Idriss Déby, qui comme ça vient solliciter de la part de la Russie de permettre à ce que l'Afrique aussi soit représentée ou ait un poste au Conseil de sécurité. Bon, la question ne date pas d'aujourd'hui. Au début des années 2000, les présidents africains avaient déjà posé ce problème-là qu'il fallait imposer un membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que vous allez remarquer que l'Amérique est représentée par les États-Unis, l'Europe est représentée par la France et la Grande-Bretagne, l'Asie est représentée par la Chine. Donc, lorsqu'on regarde aujourd'hui, l'Afrique qui compte 54 États, okay, avec une population de plus de 1,2 milliard habitants, ne soit pas représenté, ne soit pas considéré, n'est pas un siège n'est pas un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique veut? L'Afrique veut s'appuyer sur la Russie et la Chine qui ont un droit de veto aux Nations Unies pour essayer de faire pression sur l'ensemble des autres membres afin qu'elles obtiennent
un poste. C'était le cas avec la Chine parce que lorsqu'on sort de La Seconde Guerre de mondiale. la Seconde Guerre mondiale, c'est la Chine nationaliste qui occupe le siège. On ne reconnaît pas la Chine populaire, donc la République populaire fondée par Mao. Ok, il a fallu des pressions de la part de l'Union soviétique, ok, pour que la Chine de Mao, la Chine maoïste, soit reconnue comme membre du Conseil de sécurité, parce qu'après c'est Taïwan qui représentait la Chine nationaliste, qui était membre du Conseil de sécurité. Et après, sous pression de l'URSS à l'époque, et de certains pays communistes, les puissances occidentales ont finalement cédé à la demande soviétique. Et Oui, c'est comme ça que la Chine a obtenu. Mais- Donc, aujourd'hui, l'Afrique veut également s'appuyer sur le lobbying de la Russie et de la Chine pour avoir cet équilibre-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 5 membres. Or, si l'Afrique arrive avec une voix, on aura 6 membres. Donc, on peut aboutir à l'équilibre des forces. Et généralement, l'Afrique peut jouer ce rôle-là de faiseur de roi ou bien de neutralité. Oui, mais est-ce que le problème de l'armée africaine ne serait pas posé? Parce que les autres vont vous dire que nous avons une armée. Je prends le cas des États-Unis, je prends le cas de la Russie, je prends le cas de la Chine. Nous avons une armée qui peut se déplacer. Mais est-ce que l'Afrique a une armée pour pouvoir répondre aux besoins de sécurité, aux besoins sécuritaires sur Non. le continent? La Parce question, que là, à chaque fois, ce sont eux qui viennent nous aider. c'est pourquoi j'ai dit, nous devons, ce que Kémy Séba a dit, l'Afrique doit arrêter de compter sur un messie venu d'ailleurs. Le messie africain, c'est l'Africain lui-même. D'accord? Donc aujourd'hui, si on pose au problème de l'armée, on a vu, moi je le disais à un ami, que la France ne peut pas réussir une intervention dans le Nord Mali sans l'aide de l'armée tchadienne. Nous Donc, l'avons vu, nous l'avons vu. Nous avions vu l'armée tchadienne faire ses preuves au Nord Mali. Okay? Nous avions vu l'armée nigériane aller stabiliser le Libéria. Okay? Nous avions vu l'armée sénégalaise et l'armée nigériane, okay? Encercler la Gambie lorsqu'il fallait demander à Yahya Jammeh de partir. Donc l'Afrique a une armée. Mais sauf que l'Afrique a toujours été infantilisée. Mais puisque l'Union africaine n'arrive pas à mettre sur pied cette armée, Mais déjà, comment l'Union africaine va-t-elle mettre sur pied une armée si l'Union africaine est d'abord financée par l'extérieur? Il faudrait d'abord que l'Union africaine soit autonome. Or, lorsqu'on dit sommet de l'Union africaine, vous avez l'Union européenne qui est là, vous avez la France qui est présente, donc à un moment donné, d'abord l'Union africaine doit être autonome. Il y a un jeune équato-guinéen qui avait suggéré, si on dit que l'Union africaine a un problème de financement, aujourd'hui nous sommes 1 milliard d'Africains. Si chaque Africain enlevait $1 par an pour donner à l'Union africaine, ça ferait, on aura 1 milliard de dollars. Donc, il va falloir trouver d'abord des mécanismes pour que l'Union africaine soit une entité autonome, parce qu'aujourd'hui, l'Union africaine dépend de l'aide extérieure, donc de la France, de l'Union européenne et voire même des États-Unis. Donc, si on a cette autonomie-là, ok, et on a des bons partenaires, parce que jusqu'aujourd'hui, même devant un peloton d'exécution, je le dirais, les puissances occidentales n'ont pas été des bons partenaires pour le continent africain. Résultat, nous sommes incapables de fabriquer même un comprimé pour soigner le paludisme. Nous n'avions même pas un système de santé propre. Nous n'avons pas de normes de santé propres au continent africain, parce que nous sommes restés coincés entre les carcans de la colonisation et les normes fixées par les puissances européennes. Donc aujourd'hui, la question d'une armée ne devrait pas s'opposer. Nos armées ont fait leurs preuves ici et là. Maintenant, il faudrait que ces armées, en fait, aient des mains libres. Parce que prenons le cas de la Centrafrique, lorsqu'on va démettre Patassé de ses fonctions, on a l'armée française qui est là, donc la mission française qui est là, on a les forces armées de la CEMAC qui étaient bien là, mais on ne comprend pas pourquoi. Donc posons-nous alors la question, lorsqu'on envoie nos militaires dans ces jeux, mais ils obéissent à quelles décisions politiques? Est-ce que ce sont des décisions politiques africaines? On ne sait pas. Donc aujourd'hui, nos armées doivent avoir des mains libres et l'Union africaine doit être capable de s'autofinancer.
Et ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra sortir de ces cas. Quand le matériel militaire, on peut l'acheter en Russie, on peut l'acheter en Chine. Alors, si je comprends bien, c'est le problème de financement, donc le problème économique qui permet à ce que l'Afrique n'ait pas une armée sur son continent. Bon, encore que dire que l'Afrique doit avoir une armée, on peut avoir une coopération militaire, comme le G5 Sahel, malheureusement qui dépend encore de l'aide occidentale. Okay? C'est une mutualisation des forces pour résoudre un problème sécuritaire ou conflictuel ici et là. D'accord? Donc, chaque pays peut disposer de son armée, mais lorsqu'il y a un besoin, l'Union africaine... Mais nous l'avons vu, M. Akono, nous l'avons vu du côté de la Centrafrique, où les pays de la sous-région, les pays de la CEMAC, chacun envoyait un contingent en Centrafrique. Non, excusez-moi, c'est quoi j'ai dit, mais ce contingent-là a reçu les ordres politiques de qui? Moi, je me souviens lorsque Patassé, un frère à moi, était dans un contingent, mais il m'a relaté une histoire qui donne froid aux yeux, c'est-à-dire que lorsque le contingent Patassé, l'avion est déjà là, on a demandé au contingent CEMAC de sécuriser l'aéroport, mais quelques minutes après, le même contingent qui a reçu l'ordre de sécuriser l'aéroport reçoit l'ordre de se retirer de l'aéroport et laisser la place aux rebelles. Ouais, donc, à un moment donné, les armées sont là, mais les armées reçoivent les ordres. Ça a été écrit Et ces ordres-là sont à la solde de quel système? Or, on se rend compte que la France a toujours tiré profit du diamant centrafricain. Donc, les ordres que les armées de la sous-région vont... C'est quoi nous parlons d'autonomie? Si on est autonome, on pourra dire niet. Et si on a des bons partenaires comme la Russie qui font le contre-pouvoir, on a plus ou moins des appuis. On a un géant derrière qui se réfugie. Et c'est ce géant-là qui nous a souvent manqué. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous bouclons cette deuxième partie du sommet Russe-Afrique. Quel est votre mot de la fin, M. Akono? Bon, ici, je dirais que la Russie devient en quelque sorte une voie nouvelle pour l'émancipation de l'Afrique. Okay? Qu'elle soit subsaharienne, qu'elle soit maghrébine, c'est l'Afrique qui devrait tirer profit de ce partenariat. Et aujourd'hui, le nouveau monde qui est en train de naître devant nous ne doit laisser personne en marge. Donc, toutes les puissances africaines gagneraient à diversifier en quelque sorte leur partenariat. Ne plus rester dans un couloir tracé depuis les années 60 qui ne nous a quasiment rien apporté et s'ouvrir à d'autres pôles. Mais surtout également, demander le transfert de technologies. C'est bien d'aller vers des accords avec de nouveaux partenaires, mais qu'est-ce que nous gagnons? Parce que le propre d'une génération est de transmettre des connaissances à la génération qui la succédera. Donc nous aujourd'hui, nous sommes là les témoins devant la coopération avec la Russie, mais nous devons plutôt exiger cela, non seulement des financements, mais nous devons également exiger quoi? La connaissance, le transfert de technologies. Et lorsque nous, on aura acquis ce transfert de technologie, on pourra maintenant transférer cette technologie aux générations futures pour que l'Afrique puisse, en quelque sorte, avoir une matière grise qui lui permettra, dans les siècles à venir, de dominer en quelque sorte aussi le monde, parce qu'il n'est pas l'Afrique pendant l'Antiquité a quand même dominé le monde, donc on peut également revenir à cette situation. Mais tout passe aujourd'hui par la connaissance. Celui qui possède la connaissance peut dominer le monde. Merci, M. Akono. Mesdames et messieurs, alors si je comprends bien, je vais me percher sur vos lèvres en disant que ce sont nos dirigeants, nos chefs d'État, qui ont le dernier mot pour que l'Afrique puisse se développer et puisse aller de l'avant afin que nous soyons non plus des spectateurs, mais des véritables acteurs de l'heure. Merci, M. Akono. Nous vous disons merci aussi de nous avoir regardés aussi fidèlement. Nous vous laissons avec les programmes de Nour TV. Je salue comme ça, c'est grâce à Abdulrazak Ulrich Boissa qui nous a réalisé aujourd'hui. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمنت بالله